Dans la nuit du 21 septembre 1327, quelque chose se produisit entre les murs épais et humides du château de Berkeley qu'aucun témoin ne réussit jamais à oublier. Ce ne fut ni une bataille, ni une révolte ouverte. Il n'y eut ni étendard, ni proclamation. Juste un son. Un cri prolongé, déchirant, qui traversa la pierre comme si la pierre elle-même avait appris à écouter. Ceux qui étaient tête de garde sur les remparts ne purent rien voir. Mais ils comprirent immédiatement que ce gémissement n'était pas celui d'une douleur ordinaire. C'était une clameur qui parlait de ruine totale, d'une fin conçue non seulement pour éteindre une vie, mais pour effacer un sens. Ce cri n'annonçait pas simplement la chute d'un homme, mais la destruction symbolique d'un roi. Un roi qui avait porté la couronne d'Angleterre, un roi qui, pendant des années, avait été considéré comme faible, impropre, mal à l'aise dans son temps. Cette nuit-là, dans une chambre cachée sous le château, le pouvoir décida de clore un chapitre inconfortable de l'histoire anglaise, sans laisser de traces visibles. Ce qui était exécuté n'était pas seulement une élimination silencieuse, mais un message soigneusement construit pour l'avenir. Édouard d'Angleterre, connu dans l'histoire sous le nom d'Édouard II, avait été déposé des mois auparavant. Il ne gouvernait plus, ne signait plus de décrets, ne commandait plus d'armée. Cependant, il restait dangereux, non par sa force, mais par ce qu'il représentait. Un roi vivant, même vaincu, pouvait devenir un symbole, et les symboles, dans la politique médiévale, étaient plus redoutés que les épées. C'est pourquoi sa fin devait être définitive, mais aussi invisible. Elle devait paraître naturelle, inévitable, presque miséricordieuse aux yeux du peuple. Les rumeurs commencèrent à circuler avant même l'aube. Dans les villages voisins, certains assurèrent avoir entendu des échos impossibles, des sons qui ne semblaient pas provenir d'une gorge humaine, mais de quelque chose de plus profond, de plus primitif. Pendant des générations, on parlerait de cette nuit comme d'un instant où le château lui-même avait crié. L'histoire officielle, cependant, serait sobre et brève. Le roi était mort. Rien de plus. Mais derrière cette phrase neutre se cachait une vérité inconfortable. La mort d'Édouard II ne fut ni un accident, ni un simple dénouement politique. Elle fut l'aboutissement d'années de tensions accumulées autour d'une question que personne n'osait formuler à voix haute. Que se passe-t-il lorsqu'un roi ne correspond pas à l'image que son époque exige ? Dans un monde où la masculinité royale se mesurait en campagne militaire, en domination et en héritier, Édouard avait été perçu comme une dangereuse anomalie. Cette histoire ne commence pas à Berkeley, ni même la nuit de sa mort. Elle commence bien avant, au moment même de sa naissance, à l'ombre d'un père craint et vénéré, et dans une cour qui ne pardonnait pas la différence. Pour comprendre pourquoi cette nuit fut nécessaire pour tant de monde, nous devons remonter le temps et observer comment un prince destiné au trône fut, pas à pas, transformé en un avertissement. Édouard de Caernarfon naquit le 25 avril 1284, dans un monde qui lui avait déjà assigné un rôle rigide et non négociable. Il était le quatrième fils d'Édouard Ier, le monarque que l'histoire retiendrait comme le marteau des Écossais, un roi forgé par d'interminables campagnes militaires, craint par ses ennemis et respecté pour sa rudesse, même au sein de ses propres domaines. Dès le premier jour, le jeune prince grandit sous une ombre imposante, une présence qui définissait ce que signifiait être roi dans l'Angleterre médiévale. Discipline, conquête et autorité sans faille. L'enfance d'Édouard fut marquée par une contradiction silencieuse. Tandis que son père passait de longues périodes dans le nord, réprimant les rébellions et consolidant les frontières par la force, l'enfant restait à la cour, entouré de cérémonies, de musique et de métiers artisanaux. C'est là qu'il commença à montrer des inclinaisons qui, bien qu'inoffensives en apparence, suscitaient l'inquiétude parmi les tuteurs et les nobles qui observaient chacun de ses gestes. Édouard n'était pas attiré par l'entraînement militaire ni par la rudesse du champ de bataille. Il préférait les jardins soigneusement conçus, la construction de clôtures, le son des instruments et la compagnie de ceux qui travaillaient de leurs mains. Dans une société où l'héritier devait apprendre à commander par la peur et la distance, cette sensibilité fut interprétée comme une faiblesse. Les chroniqueurs ultérieurs parleraient d'un jeune prince trop proche.
incapable de maintenir la sévérité attendue d'un futur souverain. Mais au-delà du jugement moral, ce qui était en gestation était un conflit profond entre identité personnelle et attente sociale. Édouard ne rejetait pas la couronne, mais il ne parvenait pas non plus à incarner l'idéal masculin qui la légitimait. La cour médiévale n'était pas un espace neutre. Elle fonctionnait comme une scène permanente où chaque geste de l'héritier était évalué, commenté et archivé. La différence ne passait pas inaperçue. Pour de nombreux nobles, un roi devait être, avant tout, un symbole vivant de l'ordre. Toute déviation, aussi minime qu'elle pût paraître, menaçait d'affaiblir l'autorité du trône. Ainsi, les goûts et les amitiés du jeune Édouard commencèrent à être perçus non comme des traits personnels, mais comme des signes d'un danger futur. Au fil des années, la distance émotionnelle entre père et fils devint plus évidente. Édouard Ier, endurci par la guerre et le pouvoir, ne cachait pas sa déception. Les comparaisons étaient inévitables et cruelles. Là où le père voyait de la fermeté, le fils offrait de la proximité. Là où l'on exigeait la domination, apparaissait le désir de compagnie. C'est dans ce contraste que se modela une relation marquée par le reproche et l'incompréhension, une tension qui laisserait de profondes cicatrices sur le caractère du prince. Vue du présent, l'histoire de ce jeune héritier pose une question inconfortable. Jusqu'à quel point une société peut-elle tolérer que celui qui détient le pouvoir soit différent de l'image qu'elle s'est construite ? Dans l'Angleterre du XIIIe siècle, la réponse était claire et impitoyable. La différence ne se corrigeait pas, elle se punissait, et Édouard, sans le savoir encore, marchait déjà vers un destin où sa manière d'être serait utilisée comme preuve contre lui. Ce fut dans ce contexte de tension silencieuse qu'apparut la figure qui allait changer à jamais le destin d'Édouard, Piers Gaveston. D'origine gasconne et de modeste lignage, Gaveston n'appartenait pas au monde fermé des grandes familles anglaises. C'est précisément pourquoi sa présence fut si disruptive. Aux yeux du jeune prince, il représentait quelque chose de différent de la cour rigide et vigilante, une proximité, une loyauté sans calcul et une complicité qui n'exigeait pas de masque. Pour beaucoup d'autres, en revanche, c'était un intrus qui avait trouvé une porte directe vers le cœur de l'héritier. Dès le premier instant, la relation entre Édouard et Gaveston attira l'attention. Il ne s'agissait pas d'une amitié discrète, de ces alliances fonctionnelles si courantes parmi les nobles. C'était une union visible, constante, impossible à ignorer. Ils partageaient des appartements, des activités quotidiennes et une confiance qui brouillait les hiérarchies traditionnelles. Les chroniqueurs, mal à l'aise, eurent recours à des euphémismes et des silences éloquents pour décrire une proximité qui dépassait les limites acceptables de la camaraderie chevaleresque. À la cour médiévale, l'intimité n'était pas une affaire privée. Chaque geste de l'héritier avait des implications politiques. Gaveston commença à être vu non seulement comme un compagnon du prince, mais comme un filtre, quelqu'un qui contrôlait l'accès, influençait les décisions et occupait un espace réservé à la noblesse de sang. Cette perception déclencha l'alarme. Ce n'était pas simplement de l'envie, c'était la peur que l'ordre établi ne s'effondre. Pour la mentalité de l'époque, la menace ne résidait pas uniquement dans la proximité émotionnelle. Il existait une crainte plus profonde, que le futur roi ne forgeât son autorité à partir de liens personnels plutôt que d'alliances institutionnelles. Dans un système où le pouvoir devait circuler par le biais des lignages, des charges et des rituels, l'idée d'un favori qui s'élevait par affection était intolérable. Gaveston devint ainsi un symbole de tout ce que l'aristocratie rejetait. Le roi Édouard Ier ne tarda pas à percevoir le danger. Les rapports arrivaient chargés d'inquiétude et les rumeurs se multipliaient. Pour un monarque qui avait bâti son règne sur la discipline et la force, la relation de son fils avec un chevalier étranger était une double offense, personnelle et politique. La réaction fut immédiate et sévère. Gaveston fut écarté de la cour et envoyé en exil, une décision destinée à restaurer l'ordre et à réaffirmer l'autorité paternelle. Mais l'exil ne rompit pas le lien. Au contraire, il l'intensifia. La séparation transforma la proximité quotidienne en une dépendance émotionnelle qui se reflétait dans les messages
les promesses et les attentes. Pour Édouard, Gaveston n'était plus seulement un compagnon. Il était devenu une partie essentielle de son monde intérieur, un refuge face à une cour hostile. Pour les nobles, cette persistance confirma leurs pires craintes. Cet épisode révèle une dynamique qui se répète tout au long de l'histoire. Lorsque le pouvoir se mêle à des affections perçues comme illégitimes, la réaction est généralement disproportionnée. Gaveston cessa d'être un individu pour devenir une idée dangereuse, un rappel que l'héritier ne répondait pas aux règles non écrites du pouvoir. Et dans l'Angleterre médiévale, les idées dangereuses ne se débattaient pas, elles s'éliminaient. La mort d'Édouard Ier, en juillet 1307, ouvrit une brèche immédiate dans l'équilibre précaire qui maintenait la cour anglaise. Âgé d'à peine 23 ans, Édouard de Caernarfon monta sur le trône et, d'un seul geste, il montra clairement qu'il ne gouvernerait pas selon le script que d'autres avaient écrit pour lui. Sa première décision fut de révoquer l'exil de Piers Gaveston. Il ne le fit ni avec prudence ni avec diplomatie. Il le fit revenir entouré d'honneur, comme s'il voulait annoncer à tout le royaume que ce lien si contesté serait désormais visible et protégé par la couronne. L'impact fut dévastateur. Gaveston ne fit pas que revenir à la cour. Il fut élevé au titre de comte de Cornouailles, un titre traditionnellement réservé aux membres de la famille royale. Pour les grands seigneurs, cela n'était pas une simple préférence personnelle du roi, mais une rupture frontale de l'ordre hiérarchique. La promotion d'un étranger d'origine modeste à l'une des plus hautes dignités du royaume fut perçue comme une humiliation collective. La noblesse commença à murmurer d'usurpation symbolique, d'un trône qui n'appartenait plus au sang, mais à l'affection. La tension atteignit son paroxysme lors de la cérémonie de couronnement, en février 1308. Cet acte devait sceller le début solennel d'un nouveau règne et célébrer l'union diplomatique avec la France par le mariage avec Isabelle, fille du roi de France. Cependant, ce qui resta gravé dans la mémoire des présents fut une autre scène. Gaveston occupa une place d'honneur au-dessus des barons, arbora des vêtements plus somptueux que ceux du monarque lui-même et reçut une attention constante qui éclipsa tout le reste. Isabelle, à peine adolescente, observa de sa position comment le centre symbolique de la cérémonie se déplaçait. La couronne ne semblait pas s'unir à la France, mais à un favori. Pour une princesse éduquée dans la politique des gestes et des silences, cette marginalisation publique fut une leçon précoce et amère. Ce ne fut pas seulement une offense personnelle, mais un signe clair de sa fragilité au sein du nouveau régime. À la cour, l'humiliation est rarement oubliée, elle est archivée. Au fil des mois, les démonstrations de proximité entre le roi et Gaveston devinrent de moins en moins discrètes. Cadeaux, terres et privilèges affluaient vers le favori avec une générosité qui vidait le trésor royal et attisait la colère des barons. Plus inquiétante encore était l'influence que Gaveston exerçait sur les décisions du gouvernement. Il contrôlait les audiences, interférait dans les nominations et se permettait des moqueries ouvertes envers les grands seigneurs, renforçant le sentiment que le pouvoir avait changé de main. Pour la noblesse anglaise, le problème n'était plus seulement politique. Il était devenu une question morale et symbolique. Le roi ne défiait pas seulement les règles du gouvernement partagé, mais aussi les attentes profondes sur la manière dont un monarque devait se comporter. À une époque qui exigeait une autorité distante et une virilité exemplaire, Édouard semblait choisir délibérément le contraire. Et plus il s'obstinait à le faire, plus se consolidait la conviction que ce règne devait être contenu, corrigé ou, le moment venu, éliminé. La patience de la noblesse anglaise s'épuisa rapidement. Ce qui n'avait été au début qu'un murmure de mécontentement se transforma en une opposition organisée, décidée à freiner ce qu'ils percevaient comme une dérive dangereuse du royaume. En 1310, un groupe de grands seigneurs, mené par Thomas de Lancastre, cousin du roi, imposa à Édouard un conseil d'ordonnateur. Sous l'apparence d'une réforme institutionnelle, ce mécanisme avait un objectif clair, limiter le pouvoir du monarque et surtout, séparer définitivement Gaveston du centre du gouvernement. Édouard accepta à contre-cœur. La pression n'était pas seulement politique, mais militaire. Le royaume était fracturé et le roi manquait du soutien nécessaire pour imposer sa volonté par la force. Ainsi, en novembre 1311, Gaveston fut envoyé loin, cette fois en Irlande.
Officiellement, il s'agissait d'une mesure pour restaurer la paix interne. En pratique, c'était une tentative d'extirper ce que l'aristocratie considérait comme une menace pour l'équilibre du pouvoir. La séparation eut un effet dévastateur sur Édouard. Les lettres conservées de cette période révèlent un monarque plongé dans l'anxiété, incapable de gouverner avec clarté. Ces messages à Gaveston sont chargés d'urgence et de promesses, comme si le royaume entier était devenu inhabitable sans sa présence. Pour les barons, cette dépendance confirmait leurs craintes. Le roi non seulement désobéissait, mais semblait incapable d'agir autrement. Au début de 1312, Édouard défia ouvertement ses opposants et ordonna le retour de Gaveston. Ce fut un geste de défi frontal, une déclaration que la volonté royale était au-dessus de tout accord imposé. Mais cet acte scella le destin du favori. Les barons, menés par Lancastre, Guy de Beauchamp et Aymère de Valence, mobilisèrent leurs forces. Ce qui suivit ne fut pas une guerre ouverte, mais une persécution implacable à travers le royaume. Édouard et Gaveston s'enfuirent ensemble, se réfugiant dans des châteaux et des domaines alliés, toujours un pas en avant, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. En mai 1312, Gaveston fut capturé alors que le roi était absent à la recherche de soutien. Il fut emmené au château de Warwick et y fut retenu pendant des semaines. Pendant ce temps, Édouard offrait des concessions désespérées, terres, titres, trésors. Rien ne fut suffisant. La décision était déjà prise. Pour les nobles, Gaveston n'était pas seulement un individu gênant, il était devenu un symbole qui devait être détruit pour restaurer l'ordre. Son destin fut décidé dans un lieu isolé, loin des cérémonies officielles. Il n'y eut ni jugement solennel, ni rituel de légitimation. Il y eut en revanche une résolution silencieuse destinée à envoyer un message sans équivoque. Personne ne pouvait défier les normes invisibles du royaume sans en payer un prix extrême. Lorsque la nouvelle parvint à Édouard, le roi fut plongé dans un deuil profond. Ses contemporains décrivirent un homme brisé, incapable de se concentrer, pris entre la colère et le désespoir. Cependant, la disparition de Gaveston n'apporta pas la stabilité que les barons avaient promise. Au contraire, elle laissa un vide qui serait bientôt occupé d'une manière encore plus dangereuse. Le schéma ne s'était pas brisé, il était seulement sur le point de se répéter, avec des conséquences encore plus graves pour le royaume et pour le roi lui-même. Après la disparition de Gaveston, beaucoup à la cour crurent que le royaume trouverait enfin un équilibre durable. Ils se trompaient. Le deuil d'Édouard ne se transforma pas en prudence, mais en un besoin encore plus intense de s'accrocher à de nouvelles loyautés. Dans ce climat de vulnérabilité émotionnelle émergea la famille Despenser, et particulièrement Hugues Despenser le Jeune, dont l'ambition se révélerait plus corrosive que n'importe quel scandale précédent. Hugues Despenser n'arriva pas comme un simple compagnon. Il se présenta comme un administrateur efficace, un conseiller apparemment indispensable, quelqu'un qui comprenait les lacunes du roi et savait comment les transformer en pouvoir. Il occupa bientôt une place centrale dans la vie d'Édouard, répétant un schéma déjà connu, proximité constante, privilèges accumulés et une influence qui s'étendait au-delà du raisonnable. À la différence de Gaveston, Despenser possédait une froideur calculatrice. Là où le précédent favori provoquait avec arrogance, lui opérait avec méthode. La cour perçut le changement avec inquiétude. Les concessions se multiplièrent, les terres passèrent de main en main, et les ennemis de Despenser commencèrent à subir un siège administratif et légal qui les laissait sans ressources ni voix. Le gouvernement devint un instrument pour régler des comptes et la figure du roi apparut une fois de plus comme dépendante d'un cercle étroit qui parlait en son nom. Le ressentiment grandit non seulement parmi les nobles, mais aussi parmi les communautés qui voyaient leurs droits érodés en faveur de quelques-uns. La reine Isabelle fut l'une des principales victimes de ce nouvel ordre. Progressivement écartée des prises de décision, l'accès aux ressources lui fut refusé et on tenta de l'isoler même de ses propres enfants. Pour une femme formée à la politique des cours européennes, cette marginalisation ne fut pas seulement une offense, ce fut un avertissement. Elle comprit que, tant que Despenser resterait aux côtés du roi, sa sécurité et celle de son lignage seraient en péril. D'un point de vue psychologique, Édouard semblait piégé dans un cycle de pertes et de substitutions. Chaque lien qui lui offrait du réconfort se transformait en une dépendance dangereuse. Incapable d'affronter le rejet structurel de son entourage, il se réfugiait dans des relations qui lui procuraient un sentiment de contrôle et d'appartenance. Cependant, ces mêmes relations
alimentèrent la perception que le roi avait cédé son autorité à d'autres. L'opposition s'organisa à nouveau. Les barons, las des promesses non tenues, virent en Despenser une menace encore plus grande que Gaveston. Les tensions éclatèrent en conflits ouverts, exils forcés et alliances changeantes. Le royaume entra dans une phase d'instabilité chronique, où la légitimité du monarque était remise en question non par une défaite militaire, mais par la perception qu'il ne gouvernait plus pour tous. À ce point, l'histoire prend une tournure presque inévitable. Lorsque les institutions échouent et que le pouvoir se concentre dans des cercles fermés, la conspiration cesse d'être une exception pour devenir un outil. Isabelle observait, apprenait et attendait. L'expérience lui avait appris que la patience en politique peut être plus létale que la force, et elle trouverait bientôt le scénario parfait pour transformer son isolement en un avantage décisif. L'occasion se présenta en 1325, déguisée en un geste diplomatique. Édouard autorisa Isabelle à se rendre en France avec la mission de négocier des affaires en suspens entre les deux couronnes. À première vue, ce déplacement semblait routinier, presque insignifiant. Mais en réalité, il marqua le point de non-retour. Loin de la surveillance du roi et de l'encerclement imposé par les Despenser, la reine retrouva quelque chose qu'elle avait perdu pendant des années, une marge de manœuvre. À la cour de France, Isabelle cessa d'être une figure décorative pour devenir un acteur politique. Elle y retrouva Roger Mortimer, un noble anglais exilé après une rébellion manquée contre le régime d'Édouard et des Despenser. Mortimer n'était pas un aventurier impulsif, c'était un stratège patient, connaisseur des fractures internes du royaume. Entre eux deux se forma une alliance qui combinait ressentiment, calcul et une compréhension claire du moment historique. La différence essentielle entre cette union et les précédentes du roi fut son orientation. Il ne s'agissait pas d'indulgence ni de refuge émotionnel, mais de planification. Isabelle et Mortimer comprirent que le mécontentement était généralisé. Des barons déplacés, des communautés étouffées par les confiscations et une image publique du monarque érodée par des années de gouvernement perçu comme dépendant. Ils décidèrent de canaliser ce malaise vers un objectif concret. En septembre 1326, Isabelle revint en Angleterre accompagnée de Mortimer et d'une force réduite. Ils n'avaient pas besoin de plus. Sur leur passage, la résistance s'effondra. Au lieu d'armées loyales, ils trouvèrent des adhésions. Au lieu de murs fermés, des portes ouvertes. La perception que le roi avait perdu la faveur du royaume se révéla décisive. En politique médiévale, la légitimité pouvait s'évaporer avec une rapidité surprenante. Édouard et Hugues Dépensé le Jeune s'enfuirent vers l'ouest, cherchant refuge au pays de Galles. Le déplacement ne fut pas héroïque, mais désespéré. Le réseau de soutien s'était brisé. En novembre 1326, tous deux furent capturés. Le message était sans équivoque, le pouvoir avait changé de main et il n'y aurait pas de retour négocié. Le destin de Despenser fut scellé rapidement. Sa punition fut conçue comme une mise en scène du triomphe moral du nouvel ordre. Ce ne fut pas un acte improvisé, mais une cérémonie d'avertissement. L'ancien favori fut transformé en exemple, un rappel visible de ce qui arrivait lorsque quelqu'un concentrait un excès de pouvoir et de mépris. Pour ceux qui observaient, la leçon était claire et terrifiante. Édouard, en revanche, fut épargné. Non par compassion, mais par calcul. Un roi vaincu pouvait être plus utile qu'un roi absent, du moins pour un temps. Il fut transféré d'un château à l'autre, coupé du monde, tandis qu'Isabelle et Mortimer consolidaient leur autorité. En janvier 1327, le Parlement franchit un pas sans précédent. Il déclara la déposition du monarque et proclama roi son fils adolescent. L'histoire anglaise avait franchi un seuil. Un roi pouvait être destitué non seulement par la force, mais par consensus politique. Cependant, une question restait en suspens, une question dangereuse. Que faire d'un roi déposé qui respirait encore? La réponse, comme on le verrait bientôt, serait aussi silencieuse que définitive. La présence d'Édouard II, même dépouillé de la couronne, restait un problème que personne ne voulait nommer à voix haute. Un roi vivant, même réduit au silence, conservait un pouvoir symbolique impossible à ignorer. Il pouvait devenir un point de ralliement pour des loyaux mécontents, une ombre gênante menaçant la fragile légitimité du nouvel ordre. Isabelle et Mortimer le savaient. Le défi n'était plus de gouverner, mais de s'assurer que le passé ne revienne pas.
Édouard fut transféré au château de Berkeley au printemps 1327. Officiellement, il s'agissait d'une garde honorable, conforme à son ancienne dignité. En pratique, l'isolement fut presque absolu. Éloigné de ses alliés, privé d'informations et soumis à une surveillance constante, l'ancien roi fut réduit à une existence suspendue, sans fonction ni avenir visible. La stratégie était claire: laisser le temps faire son œuvre, que le corps cède là où la politique ne pouvait agir ouvertement. Les mois suivants furent marqués par des rumeurs persistantes. On parlait de conditions dégradantes, d'un environnement conçu pour briser la volonté plus que le corps. Rien de tout cela ne fut enregistré directement, mais le silence documentaire est éloquent. Dans l'Angleterre médiévale, ce qui n'était pas écrit était souvent aussi significatif que ce qui était proclamé. Tout semblait orienté vers un dénouement discret qui éviterait de faire d'Édouard un martyr. Cependant, l'ancien roi ne disparaissait pas. Contre les attentes de ceux qui espéraient une fin silencieuse, il restait en vie. Cette résistance involontaire altéra les plans. La solution devait être définitive, mais aussi invisible. Le corps devrait être montré ensuite, intact, sans signes évidents qui éveillèrent des soupçons. Dans un monde où l'apparence légitimait la vérité officielle, toute marque externe pouvait devenir un problème politique. Ce fut alors que l'histoire entra dans son territoire le plus sombre, celui des décisions prises loin des actes et des serments. Il n'existe aucun document détaillant l'ordre final, ni aucun nom le signant. Cette absence a alimenté les débats pendant des siècles. Certains historiens parlent d'initiatives locales, d'autres d'instructions voilées provenant des plus hauts niveaux du pouvoir. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce moment, le destin d'Édouard fut scellé. Dans la nuit du 21 septembre 1327, le château de Berkeley redevint le théâtre. Ce qui se passa à l'intérieur de ces murs ne fut enregistré qu'à travers des témoignages indirects, des récits transmis avec prudence, chargés d'une horreur contenue. Les chroniqueurs ultérieurs s'accordèrent sur un point essentiel. La fin de l'ancien roi fut conçue pour ne laisser aucune trace visible, mais pour remplir une fonction symbolique précise. Au-delà des détails, que l'histoire débattrait pendant des générations, le message était sans équivoque. Le corps du roi avait été transformé en le dernier champ de bataille d'une guerre morale et politique. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer un homme, mais de corriger rétrospectivement son existence, d'imposer sur sa fin le récit que sa vie avait défié. Au lever du jour, le silence revint au château. Officiellement, Édouard II était mort de cause naturelle. Officieusement, sa disparition refermait une blessure que le pouvoir n'avait jamais su traiter autrement. Mais comme cela arrive si souvent, la vérité n'accepta pas d'être entièrement enterrée. Le processus qui allait faire de cette mort l'une des plus inquiétantes de l'histoire anglaise avait commencé. Le corps d'Édouard II fut présenté peu après, enveloppé d'une solennité soigneusement calculée. Aucun signe extérieur ne contredisait la version officielle. Les héros parlèrent d'une fin naturelle, d'un roi épuisé par les peines. La machine du pouvoir remplit sa fonction. Clore l'affaire, dissiper les doutes, permettre au nouveau règne d'avancer sans obstacle visible. En décembre 1327, Édouard fut inhumé avec les honneurs à l'abbaye de Gloucester, comme si la dignité du rituel pouvait effacer le malaise de sa fin. Mais l'histoire obéit rarement au décret. Au fil des ans, les récits commencèrent à filtrer. Des chroniqueurs comme Geoffrey le Baker écrivirent sur une mort délibérément conçue pour ne laisser aucune marque, une mort chargée de symbolisme, pensée pour punir ce que la société médiévale considérait inacceptable. D'autres auteurs ultérieurs émirent des doutes, suggérèrent des exagérations ou même la possibilité d'une fuite secrète. Cependant, au-delà des variantes, une vérité essentielle perdura. La disparition d'Édouard II ne fut pas un simple épisode politique, mais un acte chargé de signification morale. D'une perspective moderne, le cas d'Édouard révèle quelque chose de plus profond que la chute d'un roi faible. Il expose la manière dont le pouvoir absolu, combiné à des normes sociales inflexibles, peut produire une cruauté qui se présente comme justice. Édouard ne fut pas éliminé uniquement pour ses erreurs de gouvernement, ni pour l'ambition de ceux qui l'entouraient, mais parce qu'il incarna une manière d'être que son époque n'était pas prête à tolérer sur le trône. Dans un monde où la royauté devait représenter la force militaire,
la domination et la continuité dynastique, Édouard choisit d'autres voies. Il préféra la proximité à la distance, l'intimité émotionnelle à l'exhibition d'autorité, les espaces quotidiens à l'épopée de la guerre. Ces choix qui pourraient aujourd'hui être interprétés comme humains furent alors perçus comme des menaces existentielles à l'ordre. Et l'ordre répondit par une violence silencieuse, soigneusement rationalisée. L'ironie finale est difficile à ignorer. La tentative d'effacer Édouard, de réduire sa mémoire à une note de bas de page inconfortable, échoua. Tandis que d'autres monarques médiévaux sont yaadés pour leurs batailles ou leurs conquêtes, Édouard II demeure dans la mémoire collective par la manière dont il fut écarté et par ce que son destin révèle sur son temps. Sa fin devint un miroir inconfortable, reflétant l'intolérance structurelle d'une société qui ne sut que faire de la différence. À plus de 7 siècles de distance, l'histoire d'Édouard II continue de poser des questions troublantes. Combien de fois le pouvoir a-t-il justifié l'élimination de l'autre au nom de la stabilité? Combien de vies ont été réduites à des avertissements pour préserver une norme? Les échos de cette nuit à Berkeley n'appartiennent pas seulement au passé. Ils résonnent chaque fois qu'une société décide que la conformité vaut plus que l'humanité. Si ce récit a éveillé votre intérêt pour les vérités sombres que l'histoire a tenté de cacher, nous vous invitons à continuer d'explorer ces épisodes oubliés. L'histoire est pleine de silence et les comprendre est peut-être la seule façon d'éviter qu'ils ne se répètent.